Welcome, everyone. We'll just Bienvenue à tous et à toutes. Nous laissons à tous participants et participantes quelques minutes afin de nous rejoindre. we're just waiting a little while for everyone to join. Patientons encore quelques instants afin que chacun et chacune nous rejoigne. I think we'll start now. So, Nous pouvons débuter. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée en fonction de votre situation géographique. Bienvenue à ce premier séminaire EpiWin pour 2025. Bonne année. Je vous souhaite une très belle année à venir. Je suis Supriya Besbaroa. Je vous remercie de votre présence à ce séminaire du réseau EpiWin pour développer un personnel dynamique pour une seule santé, approche et application de l'OMS. Nous savons que cette approche une seule santé est essentielle. Toutefois, en pratique, comment la mettre en œuvre? Le séminaire du jour vous présentera notamment le nouvel outil opérationnel du personnel de santé, développé par l'alliance OMS-FAO. Wow! Nous avons également avec nous des collègues qui partageront des exemples régionaux et de pays de mise en œuvre de cet outil. Si vous êtes nouveau au sein de ce réseau EpiWin, il s'agit d'un réseau d'information de l'OMS sur les épidémies pour la traduction notamment des urgences sanitaires. Nous voulons en effet que les informations soient accessibles, pertinentes, facilement compréhensibles pour notamment la prise de décision à la préparation et riposte en cas d'urgence sanitaire et épidémie. Nous avons parmi nous de nombreux experts. Pour nos remarques d'introduction, nous avons avec nous Dr Stella Jungon, directrice au sein du département préparation de sécurité sanitaire. Si vous connaissez le réseau EpiWin et en êtes familier, vous la connaissez très bien. Ensuite, nous céderons la parole à Dr Mathieu Bognol, statisticien au sein du département du personnel de santé de l'OMS. Il parlera d'une approche globale du personnel de santé. Nous aurons ensuite Dr Dorkong Parsarpanik au sein de l'équipe interface humaine-animale. Il vous parlera de l'outil opérationnel dont nous avons fait mention. Ensuite, je vous demanderai d'accueillir deux collègues éminents de l'OAS, Dr Virgile Lokosu, point focal régional Une seule santé. Il expliquera comment les formateurs sont formés à l'utilisation de cet outil. Nous aurons ensuite Dr Guy Gérard Kwame, expert régional Une seule santé, qui partagera son expérience pays en Côte d'Ivoire. Avant de continuer, permettez-moi de vous présenter quelques règles logistiques. Vous êtes sûrement déjà familier. Vous êtes actuellement sur le canal YouTube, la chaîne YouTube EpiWin. Les enregistrements seront disponibles sur notre site internet et partageront avec vous dans la boîte de dialogue le lien pour y accéder. Votre participation est essentielle. Nous vous invitons à mettre dans la boîte de dialogue votre nom, prénom, le nom de votre organisation et le pays dans lequel vous vous trouvez. N'hésitez pas à commenter dans la boîte de dialogue votre propre expérience. Si vous avez toutefois des questions, nous vous invitons à l'insérer dans la boîte de dialogue questions-réponses et non dans la boîte de discussion. Cela nous permettra de le suivre plus facilement. Avant de céder la parole à Dr Stella Chongyang,
Très rapidement, permettez-moi de vous proposer Slido. Nous aimerions connaître votre expérience. Voyez-vous maintenant le sondage sur slido.com, hashtag 2804 480. La question qui vous est posée est la suivante. Travaillez-vous actuellement sur une seule santé? Oui, non, partiellement. Oh, great. Most of you are working on. Parfait. La plupart d'entre vous travaillent donc sur cette approche une seule santé, du moins une grande majorité d'entre vous. So 50, more than 50%. Plus de 50% des participants ont déclaré travailler à l'approche une seule santé. Great. So I will leave the slide. Je vais laisser le sondage Slido ouvert. N'hésitez pas à continuer à répondre à la question posée. Je vais toutefois arrêter mon partage d'écran, et ce afin de céder la parole à Dr Sela Chungong. Vous avez la parole. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à ce séminaire essentiel sur un thème d'importance, le développement d'un personnel dynamique pour une seule santé. En effet, le paysage sanitaire mondial évolue rapidement et comme les urgences sanitaires récentes l'ont montré, il faut pouvoir prévenir, détecter et répondre aux crises. Cela repose notamment sur un personnel préparé. Je vois à l'écran que 55% d'entre vous participent à ce concept une seule santé. Vous connaissez donc les statistiques. Les zoonoses créent 2,5 milliards de maladies à l'échelle mondiale et chaque année. Près de 60% des maladies humaines, 75% maladies émergentes viennent des animaux. Cela souligne un besoin important pour une approche intégrée telle que le propose une seule santé. Cela prouve l'interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale. Grâce à un personnel, cette vision pourra devenir réalité. Aujourd'hui, nous explorerons le développement et la formation du personnel et notamment l'outil opérationnel. Cela fait partie du guide tripartite sur les zoonoses. Il s'agit d'un des outils créés par l'OMS, le département notamment de préparation et riposte, la FAO, ainsi que l'Organisation de santé animale. Cette alliance quadripartite s'est renforcée afin de développer et de mettre en œuvre cet outil. Cet outil est bien plus qu'un guide. Il s'agit d'un cadre structuré et organisé afin d'appuyer les pays à former le personnel sanitaire et d'urgence. Il faut ainsi définir des fonctions et des services essentiels pour gérer efficacement les zoonoses. 2. Identifier des cadres de compétences et de formation afin que le personnel puisse répondre aux 10 besoins identifiés. Et enfin, cartographier les capacités du personnel, pointer les lacunes et prioriser les investissements. Depuis ses débuts en décembre 2024, soit il y a un mois, l'outil a déjà été utilisé dans 4 pays. En Afrique de l'Ouest a également été menée une formation des formateurs. Nous avons un plan de mise en œuvre pour 2025 au niveau régional notamment. Ces efforts permettent aux pays de répondre de leurs obligations
au RSI, au Règlement sanitaire international et au renforcement de la sécurité sanitaire. Concrètement, pour les gouvernements, ils disposent d'une méthode claire pour développer des plans de personnel, répondre aux besoins spécifiques, s'assurer qu'ils ne répondent pas seulement à la demande immédiate, mais qu'ils puissent créer une résilience pérenne de long terme. Pour les partenaires et acteurs, il s'agit d'un cadre partagé pour coordonner les efforts et maximiser les impacts. Pour le personnel de santé, cela garantit l'accès aux ressources de formation nécessaires pour un travail efficace. Le développement du personnel dépasse les compétences techniques. Cela repose sur la préparation, la résilience et la confiance. Lorsqu'une crise sanitaire nous frappe, le personnel est en première ligne, fournissant les soins, gérant les risques et garantissant que les systèmes fonctionnent à plein pot. Investir dans la planification du personnel et le renforcement des capacités permet de protéger des vies et de renforcer les conditions mêmes de la sécurité sanitaire mondiale. Cela reflète la collaboration de l'organisation tripartite dont le PNUE vient de nous rejoindre pour créer une alliance quadripartite. Grâce à notre innovation, nous pourrons nous concentrer sur cette approche une seule santé. Le guide tripartite des zoonodes ainsi que l'outil opérationnel nous permet de répondre aux zoonoses. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le développement du personnel, ce qui est essentiel. Permettez-moi de prendre un instant pour remercier l'équipe, les bureaux régionaux et de pays, ainsi que Stéphane, Azim, toute leur équipe, dont certains sont aujourd'hui autour de la table, ainsi que le réseau EpiWin et tous les partenaires, que ce soit ceux de l'OMS et du département du personnel de santé, de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Merci pour vos efforts, merci d'avoir appuyé ce séminaire. Merci également de nous avoir rejoints. Thank you very much. Je vous remercie, Dr Stella, pour ces remarques liminaires. Permettez-moi maintenant d'inviter Monsieur Mathieu Bognol afin qu'il nous présente l'approche du personnel de santé de l'OMS. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi. J'ai une brève présentation à vous communiquer permettant d'illustrer l'approche pour le développement du personnel. J'utiliserai ainsi la feuille de route pour les fonctions essentielles de santé publique, ce qui crée le lien avec l'outil opérationnel présenté aujourd'hui. À l'échelle mondiale, de nombreux défis de systèmes de santé augmentent en nombre et en complexité. Ainsi, ces systèmes sanitaires font face à de nombreux facteurs de stress, de choc. On ne peut répondre à chaque système individuellement. Il nous faut donc créer des mécanismes qui puissent répondre à de nombreux défis. Cela fait appel à la souplesse et la diversification des capacités et opérations des systèmes sanitaires. Cela comprend le personnel, les systèmes d'information, la chaîne d'approvisionnement, bref, tous les besoins de santé. Voici les piliers qui sont essentiels pour la couverture sanitaire universelle. Il ne peut y avoir de santé sans un personnel de santé. Le personnel de santé, notamment, répond aux ODD, tout comme le personnel d'aide à la personne. Beaucoup de femmes, 70%, composent le personnel de santé et d'aide à la personne. Nous avons besoin de personnel chevronné. Nous voyons donc que cela répond notamment à la croissance économique et le travail décent. Nous avons besoin de personnes formées, capables, et nous avons une théorie du changement au sein
de l'OMS, données, dialogue, décision, argent. Cela repose sur une approche fondée sur les preuves, notamment la collecte de données robustes et fiables par le biais d'une analyse et d'une évaluation comparative. Il nous faut ensuite surveiller le personnel de santé et d'aide à la personne par le biais des différentes évaluations nationales. Nous connaissons le secteur de santé qui est multisectoriel, raison pour lesquelles le personnel doit mener un dialogue afin que nous puissions ensuite prendre les bonnes décisions, que ce soit pour la mise en œuvre de plans d'action, de stratégies et de politiques nationales. Nous pouvons ensuite mener le changement, renforcer les capacités et les compétences. Voici l'approche suivie par l'OMS en matière de personnel. Il est important de plus de capturer, refléter la complexité de ce système, notamment du marché du travail sanitaire. Il nous faut comprendre les compétences nécessaires. Le personnel repose sur une formation pertinente avec des politiques nécessaires. Une fois du personnel formé sur le marché, il existe différentes voies. Cela caractérise le marché même du travail. Une fois le personnel de santé employé, il faut pouvoir protéger ces dits travailleurs et travailleuses et promouvoir l'équité, l'égalité. Il s'agit donc d'une chaîne du marché du travail essentiel pour développer le personnel. Nous devons ensuite définir qui sont ces membres du personnel. Certains collègues me demandent quels sont ceux qui font partie du personnel de santé maternelle et infantile, chirurgicale, des maladies non transmissibles. Il y a, quoi qu'il en soit, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les techniciens en laboratoire, etc. Dans chaque pays, il n'y a pas de personnel d'urgence, de diabète, etc. Il existe donc des postes de santé qui sont plus ou moins impliqués dans l'une ou l'autre branche. Cela rebondit sur le deuxième niveau. Nous avons besoin d'avoir des fonctions essentielles de santé publique qui comprend à la fois des métiers de santé et d'autres qui ne concernent pas la santé. Tous ceux qui sont impliqués, par exemple, dans la santé publique, les épidémiologues, ou encore ceux qui ne sont pas impliqués, ceux de la sécurité routière. Nous avons développé une feuille de route avec plus de 70 partenaires, ce qui vous permet de comprendre ensuite l'outil opérationnel Une seule santé qui sera présenté par les collègues. L'objectif est de renforcer le personnel dans tous les pays qui remplissent toute fonction de santé publique essentielle, notamment les différents points de santé publique. Nous avons différents partenaires au sein de différents pays. Ils font tous partie de ce programme mondial. Le but étant de s'aligner sur différentes initiatives et partenariats dont les exemples sont présentés à l'écran. Le but étant d'élargir la portée bien au-delà de la force clinique. Tous doivent appuyer le développement du personnel de notre approche Une seule santé. Voici maintenant l'approche globale qui repose sur 3 points d'action. Définir quelles sont les fonctions essentielles de santé publique. Ensuite, identifier les compétences nécessaires pour livrer et mener à bien ces fonctions, renforcer une formation fondée sur les compétences et enfin cartographier, mesurer, compter le nombre de postes qui permettent de mener à bien ces fonctions, estimer notamment la taille de l'effectif et le profil des personnes qui composent ces effectifs. Le but étant de livrer des fonctions essentielles de santé publique. Nous avons 3 groupes, le personnel de santé et d'aide à la personne, ceux qui se centrent sur la santé publique. Les deuxièmes, donc personnel de santé
et d'aide à la personne, en plus du personnel de santé publique de base. Et enfin, le troisième groupe, toute personne qui occupe un poste proche de la santé publique, bien qu'il ne soit pas un personnel de santé. Cela concentre la santé animale, la sécurité routière, la chaîne d'approvisionnement. Cela sera réexpliqué plus tard lorsque nous nous pencherons sur la santé animale. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les différentes capacités du personnel pour les fonctions essentielles de santé publique, 3 outils techniques vous sont présentés, en plus d'un manuel opérationnel. Ils vous guideront sur la mise en œuvre au niveau national de ces outils opérationnels. L'outil opérationnel que nous présenterons aujourd'hui pour le développement du personnel pour les zoonoses rebondit sur le même principe que ces 3 guides. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Dr. Matthew. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Bognol, pour nous avoir présenté cette introduction à la fois brève mais très pertinente. Vous avez donc mené la voie pour notre prochain orateur, Dr. Hong. Avant de céder la parole à cet orateur, une interprétation en français est disponible pour ceux qui le souhaitent. À cet effet, vous pouvez cliquer en bas de votre écran sur la map monde et l'interprétation en français vous sera proposée. Nous sommes ravis que vous puissiez discuter dans la boîte de dialogue de tous ces thèmes. Nous vous demandons toutefois de vous en garder au thème, ne mentionnez aucun autre point qui ne serait pas directement lié au sujet du jour. Je vous remercie. Je vous cède la parole, Hong. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'outil opérationnel. Merci de nous avoir rejoints. Merci, Dr. Stella Chung-Yang, d'avoir organisé ce séminaire. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter cet outil opérationnel de développement du personnel, WFDOT, qui vise à une gestion efficace des zoonoses sur la base du guide tripartite pour les zoonoses, dont le résumé est l'outil opérationnel de développement du personnel. Cela repose sur l'alliance tripartite de l'OMS, dont je fais partie, de concert avec l'FAO et l'OMSA. Le PNU également a contribué à la mise en œuvre de cet outil opérationnel. Il s'agit d'un outil tripartite avec une contribution du PNUE et nous espérons que dans quelques jours, nous pourrons lancer officiellement cette alliance quadripartite. Nous allons parler du développement du personnel. J'aimerais à ce titre mentionner le guide tripartite des zoonoses. Ce guide fournit les meilleures pratiques pour gérer les zoonoses dans les pays et les meilleures pratiques de renforcement des capacités nationales dans 7 points techniques. Il existe différents outils opérationnels pour appuyer les pays. En rouge sont présentés les outils opérationnels qui ont déjà été publiés, mis en œuvre et utilisés dans différents pays. Le mécanisme de coordination Une seule santé permet de partager différentes informations ou encore des outils opérationnels tels que celui pour le développement du personnel qui ont été publiés en décembre de l'année dernière. Nous allons maintenant nous concentrer sur le développement du personnel. Permettez-moi de mentionner qu'il y a également un autre outil opérationnel qui se penche sur l'enquête et la riposte. Nous espérons pouvoir publier celui-ci cette année. Passons maintenant au développement du personnel. Pourquoi avons-nous besoin de cet outil? Eh bien, la plupart des pays ont déjà un plan de développement du personnel et des initiatives en la matière qui ont été mises en œuvre dans le pays. Toutefois, il s'agit de cadres
qui sont spécifiques à chaque secteur, nous pensions qu'il était utile de développer un outil opérationnel pour renforcer les compétences du personnel dans différents secteurs et disciplines, et ce pour gérer efficacement les zoonoses et défis Une seule santé. Vous noterez donc que cet outil peut s'appliquer aussi bien aux zoonoses que d'autres défis Une seule santé. Cet outil s'applique à différents secteurs tels que soulignés sur le graphique à droite. Il s'agit d'une approche conceptuelle. Nous avons adapté notre travail sur le plan d'action de l'OMS, feuille de route pour le personnel de santé et d'urgence. Cet outil se penche sur les différentes responsabilités, le travail qui doit être fait pour gérer les zoonoses et ce qui doit être fait ensuite pour gérer ces zoonoses. Regardons en rose, il nous fallait identifier quels étaient les postes et les outils nécessaires pour gérer les zoonoses. Ensuite, nous nous penchons sur la boîte en bleu qui vise à former le personnel, voir qui dispose des compétences et s'il est nécessaire de renforcer le parcours pédagogique et la formation. Voici donc les différents axes sur lesquels se concentre cet outil. Nous fournissons des ressources pour que les pays puissent à la fois qualifier et quantifier le personnel. Il existe de nombreuses ressources développées par de nombreuses organisations, dont les organisations qui font partie de l'Alliance quadripartite. Les pays peuvent donc déjà les utiliser. Nous vous proposons un autre visuel. Le développement du personnel est une des parties de notre camembert. Nous nous concentrons sur les fonctions institutionnelles et les compétences, les personnes qui livrent les postes et les compétences. Toutefois, cet outil permet également de se concentrer sur d'autres parties de ce camembert et des ressources en la matière ont déjà été développées telles que mentionnées. Cela inclut par exemple les modes opératoires normalisés, la volonté politique, une analyse du marché du travail, entre autres. Vous pourrez étudier chacun de ces axes et utiliser les outils qui vous sont proposés. Pour qui avons-nous créé ces outils? Eh bien, l'Alliance tripartite et quadripartite travaille avec les États membres et donc des pays. Nous nous sommes concentrés et avons reçu des commentaires sur le fait que certains pays disposent d'établissements universitaires, de secteurs privés et d'ONG qui contribuent au personnel, notamment en cas de gestion des zoonoses. Il est important qu'il puisse être inclus à l'utilisation de cet outil pour que l'analyse et toute recommandation soient aussi détaillées que possible. Lorsque l'on parle de zoonose, nous parlons de l'approche Une seule santé. Il y a différents secteurs impliqués, les ministères de santé, d'agriculture, d'environnement. Nous encourageons à inclure toute autre discipline qui appuie le concept Une seule santé, les sciences sociales, les politiques et les communications des risques. Cela permettra de disposer d'une analyse et de recommandations qui soient aussi détaillées que possible. Permettez-moi maintenant de vous parler du calendrier pour le développement de cet outil. Nous avons commencé il y a 2 ans, en mai 2022. Nous avons mis en place un groupe de travail technique de concert avec notre alliance tripartite et une ONG du Royaume-Uni. Nous avons tenu de nombreuses réunions mensuelles ainsi que des consultations et avons tenu 3 phases pilotes en Éthiopie, en Albanie et au Kazakhstan.
Nous avons de plus formé les formateurs pour 12 pays de la CEDEAO au Sénégal en août 2024 et avons de plus créé un atelier de mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Nous aurons 2 orateurs qui vous présenteront ces 2 ateliers dans quelques instants. Tel que mentionné, l'outil opérationnel du développement du personnel a été publié en décembre 2024, ainsi qu'avec un outil de suivi et d'évaluation. Voici pour le calendrier. J'aimerais vous rappeler quelle a été l'approche conceptuelle que nous avons choisie. Nous avons différents postes qui s'inscrivent dans notre environnement facilitateur. Vous les voyez à l'écran. Cette approche conceptuelle s'est traduite par plusieurs étapes, 10 étapes de cet outil. Je n'entrerai pas dans le détail car nous n'avons pas le temps. Les interprètes regrettent, la qualité du son est vraiment médiocre. Nous faisons de notre mieux. La formation et les ressources de formation sont inclus dans cet outil, qui est un outil le plus complet possible. Nous avons donc 7 étapes. Vous voyez tout le soin que nous avons porté à l'élaboration de cet outil. Nous avons synthétisé toutes les différentes compétences que nous avons listées, qui sont pertinentes au titre d'une seule santé, de cette approche. Et ce travail de synthèse a abouti à notre outil opérationnel. Les ressources de formation sont nombreuses. Vous en voyez quelques exemples à l'écran ici. Nous avons donc cette approche quadripartite, cette participation des différents partenaires avec le PNUE, la FAO, l'OMS, et puis bien sûr l'OAS. Et ces ressources sont organisées, disponibles. Elles nous viennent de différentes sources, notamment le Centre américain de prévention des maladies et de nombreux autres partenaires. Vous voyez donc cette liste qui ne fait figurer qu'un certain nombre des partenaires avec lesquels nous avons travaillé dans le cadre de cet outil opérationnel. Je ne m'appesantirai pas plus sur ce sujet. Je vous remercie. Voici les adresses que vous pouvez consulter pour recevoir davantage de renseignements. Je suis à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation très intéressante et utile. Nous voyons que cet effort a été très bien coordonné et nous nous en réjouissons. Voilà, maintenant que vous connaissez l'outil en question, nous allons aborder son utilisation. Comment mettre en pratique cet outil? Pour en parler, j'aimerais inviter Dr Virgile qui va nous présenter l'atelier de formation des partenaires en Afrique de l'Ouest. Il va nous présenter la mise en œuvre de cet outil. Dr Virgile, c'est à vous. Thank you so much, Dr. Supriya. Merci beaucoup, Dr Supriya. Chers collègues, mesdames et messieurs, je suis honorée de m'exprimer devant vous aujourd'hui pour vous présenter l'expérience de notre organisation ouest-africaine de la santé en matière de formation des formateurs avec cet outil opérationnel dans notre région. Je vais donc organiser ma présentation autour de 5 axes principaux. Tout d'abord, je vais présenter le contexte de l'approche Une seule santé dans lequel cet outil a été déployé, puis je présenterai l'organisation du travail de cet atelier. Je parlerai des objectifs, des résultats, des défis et bien sûr des recommandations qui en émanent. En Afrique de l'Ouest, nous avons lancé la mise en œuvre du plan d'action Une seule santé en 2006.
Je vais vous présenter un petit peu les différentes phases de mise en œuvre de l'approche. Elle s'est organisée selon 3 phases. La première était donc la phase d'introduction, avec un mécanisme multisectoriel de coordination dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire. Et puis ensuite, en 2013, nous avons eu la lutte contre Ebola au moment de cette flambée. L'OMS, de nombreux partenaires de la région et notamment l'OAS se sont mobilisés. Dans ce cadre-là, nous avons différentes initiatives qui ont été déployées dans notre région. Et la stratégie Une seule santé a également été l'inspiration pour un manuel de gouvernance et de stratégie de santé dans le cadre de l'approche Une seule santé. Il s'agit de rassembler les institutions qui jouent un rôle essentiel dans cette problématique, avec un soutien également de la part de Une seule santé sous sa forme quadripartite. J'aimerais souligner le fait que la mise en œuvre a été faite au niveau opérationnel, politique, mais aussi technique, grâce à la mise en œuvre de plusieurs groupes techniques. Et l'un des groupes de travail les plus importants s'est concentré sur le développement du personnel de santé. Il s'agit d'un outil très utile développé par l'OMS et qui représente une opportunité réelle d'opérationnaliser les activités à l'échelon régional. L'outil en lui-même a pour vocation de renforcer les capacités en matière de personnel et d'établissement des équipes dans nos différentes activités. Comment faire? Eh bien, tout d'abord, pour jeter les bases du travail, on utilise l'outil, d'abord une stratégie qui est présentée aux États membres. L'idée est de renforcer et d'améliorer la collaboration entre les secteurs en utilisant les différents renseignements, les données qui nous permettent de déployer l'outil. Les objectifs qui nous ont animés en Afrique de l'Ouest sont pluriels. Tout d'abord, nous avons souhaité former un groupe de formateurs compétents capables de mettre en œuvre cet outil opérationnel de développement de la main-d'œuvre du personnel afin de renforcer les capacités multisectorielles de gestion des maladies à zoonoses au sein du cadre Une seule santé. Grâce aux 4 partenaires, nous avons pu mener à bien cette mission au sein de la CEDEAO. Le travail a été réalisé l'année dernière, une semaine après la déclaration de la Mpox en tant qu'urgence de santé mondiale, et l'atelier s'est organisé autour de 3 sessions interactives pour optimiser la participation des différents acteurs. Nous avons invité des participants qui étaient issus de 3 secteurs clés. Les exposés qui ont été présentés ont été très bien reçus et puis des exercices ont été également lancés afin d'aider les participants à mieux évaluer la situation dans leur région. Un élément intéressant de cette phase aura été l'exercice de simulation de flambée de Mpox afin de lancer une meilleure préparation et riposte à cette maladie, afin de renforcer les capacités en la matière. Ici, nous nous sommes concentrés sur les différentes fonctions de l'atelier. Cela a lancé des débats sur les mesures à prendre afin de déployer l'outil, mais aussi afin d'améliorer, d'optimiser notre riposte aux flambées. L'outil nous a permis donc de renforcer notre collaboration multisectorielle sur la plateforme Une seule santé. Cela a permis de nouer des partenariats
entre les acteurs afin d'améliorer le développement du personnel de santé dans notre région. Et puis, cela a également renforcé les liens avec les acteurs de cet ensemble quadripartite afin d'améliorer la collaboration en matière de santé humaine, animale et environnementale. Quels sont les défis que nous avons rencontrés? Il s'agit d'un nouvel outil. Et à ce titre, les défis ont été pluriels. Le premier concerne le renforcement des capacités. L'outil étant nouveau, il a été nécessaire d'organiser des réunions entre facilitateurs afin de créer une base d'acteurs qui puissent bien comprendre les tenants et les aboutissants de cet outil et de la façon dont nous allions le déployer. Une réunion virtuelle a été organisée avant l'atelier afin que ce dernier se tienne sous les meilleurs auspices. Le manque de financement et les lacunes en termes de ressources techniques ont été également des difficultés à noter, difficultés qui toutefois peuvent être surmontées grâce à un système solide. Heureusement, la collaboration entre les institutions nous a permis de nous montrer optimistes autour de ces difficultés. La collaboration, la coordination entre les différents secteurs et les différents acteurs sont les clés qui nous permettent de dépasser ces défis. Les recommandations qui ont découlé de cet exercice concernent d'abord un meilleur développement des outils et une analyse périodique doit être menée afin d'étudier la situation et d'améliorer nos activités. Ensuite, nous avons souhaité également recommander l'utilisation de cet outil dans d'autres contextes. Il est important de l'utiliser en tant que ressource pour le développement du personnel. Malheureusement, parfois, les données sont un peu fragmentées. Cet outil offre une opportunité idéale d'assembler les pièces à notre disposition afin d'améliorer notre visibilité. Le renforcement de l'apprentissage s'est également détaché comme une solution importante. L'utilisation de l'outil nous permet d'avancer dans ce sens. La collaboration étroite est encore une fois ici la clé de la réussite. Quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, tout d'abord, nous allons continuer de soutenir toujours plus de pays dans la mise en œuvre de cet outil, dans leur contexte. Notre expérience nous permet de pouvoir conseiller d'autres acteurs dans la région, en Afrique de l'Ouest, mais aussi ailleurs. Et nous pouvons également échanger avec nos partenaires sur les difficultés que nous avons rencontrées et les bonnes pratiques. Ensuite, cet outil nous permettra d'évaluer les progrès consentis et les impacts réalisés sur le terrain. Un élément important, c'est aussi la question du plaidoyer et des efforts associés. Nous devons continuer de renforcer nos efforts, de fournir davantage d'efforts pour que cette politique devienne de plus en plus solide. Et nous devons également poursuivre nos efforts pour obtenir du financement en la matière. Les mécanismes nationaux de coordination Une seule santé sont cruciaux et pour cela, nous devons continuer notre apprentissage sans arrêt. Il est important de continuer toujours d'améliorer les actions que nous menons. Il est temps d'agir dans le cadre d'une seule santé. Nous avons l'outil idéal pour travailler à l'intersection de la protection de la santé humaine, animale et environnementale. Il faut l'employer. Et j'aimerais également remercier tout particulièrement les collègues de l'OMS pour leur excellent rôle de chef de file, pour tous les efforts de facilitation qu'ils ont fournis. Nous devons travailler toujours plus en collaboration et la mise en œuvre du plan d'action Une seule santé nous le permettra. Le développement du personnel de santé est un exemple
latent qui prouvent à quel point une seule santé peut nous permettre d'être toujours plus solides sur nos appuis. Merci beaucoup et je vous rends la parole. Docteur Supriya. Merci beaucoup, docteur Virgile, pour cette présentation détaillée et pour toutes ces explications autour de la formation des formateurs. Merci d'avoir parlé également des difficultés rencontrées, des défis et des éléments sur lesquels il faut continuer de se concentrer. Vous avez parlé des partenariats que cela a formés. C'est très intéressant. À présent, j'aimerais demander à Dr Guy de nous présenter son expérience également à l'échelon de son pays, la Côte d'Ivoire. On a entendu parler donc de la formation des formateurs. Je vois que des questions dans la boîte de dialogue ont été posées autour des étapes suivantes. Dr Guy, je vous donne donc la parole, c'est à vous. Dr Guy Gérard Kwame. Bonjour tout le monde. Allow me to present. Bonjour, je vais présenter mon exposé en français. J'ai le plaisir de vous présenter un travail d'équipe effectué en Côte d'Ivoire, par plusieurs personnes et financé essentiellement par Afro-Un Côte d'Ivoire. Il faut dire que nous étions déjà en train de travailler sur le problème du personnel One Health en Côte d'Ivoire quand on a eu cette opportunité de formation quand on a eu la possibilité d'utiliser cet outil en Côte d'Ivoire. Alors, tout est parti de la JEE effectuée pour la deuxième fois en Côte d'Ivoire en décembre 2023 et on a constaté qu'en particulier pour le domaine D3 des ressources humaines, encore D3, 4, où la Côte d'Ivoire a eu 5 ans plus tôt et 1 en 2023. Voilà pourquoi Afro-Un a décidé de soutenir les ministères clés à travers dans le pays pour pouvoir passer de ce 1 à 3 en recrutant des consultants. Ces consultants ont travaillé sur différents thèmes et vous verrez que tous les thèmes sur lesquels nous travaillions tournaient autour du problème de ressources humaines, que ce soit le renforcement de capacités, que ce soit la stratégie, que ce soit les politiques. Nous avons eu 5 consultants qui ont fait ce travail. Alors, si nous passons à l'organisation même de la réunion, les participants, nous avions 39 participants et nous avons travaillé pendant 3 jours et demi. Voilà la répartition par sexe, 30 hommes, 9 femmes. Si vous regardez ici, ce sont les professions, vous verrez qu'il y a une grande représentativité, que ce soit des médecins, des vétérinaires, ressources humaines, des spécialistes en plantes, etc. Tout le monde était représenté. Et nous avons aussi regardé par secteur. Le secteur animal était là, le secteur humain était là, l'environnement, les plantes, etc., des chercheurs également. Voici les facilitateurs qui ont participé en août à la formation du Sénégal et qui sont venus mettre en place cette formation en Côte d'Ivoire. L'objectif est de contribuer au renforcement de la capacité du personnel impliqué dans la gestion des maladies zoonotiques en Côte d'Ivoire. Nous avions également des objectifs spécifiques. Au nombre de 6 ou 7, nous allons en passer. Alors, pour préparer le travail, pour préparer l'atelier même, nous avons plusieurs étapes. D'abord, la cartographie personnelle dans l'approche Une Seule Santé. C'était un très, très bon travail effectué par M. Badjer en Côte d'Ivoire parce que c'était l'approche One Health. En général, vous aurez des documents parlant du secteur de la santé humaine, du secteur de la santé animale, etc. Mais là, le document de M. Badjer, c'était l'approche One Health. Deuxièmement, c'est le recrutement des consultants qui ont mené les travaux
Allô? Vous m'entendez? Yes, we can Allô? hear you, Dr. Oui, nous vous entendons. Donc, le recrutement des consultants, suivi d'un atelier de 2 jours pour que nous soyons d'accord sur les problèmes. Et nous avons rencontré à mi-terme tous les consultants également pour discuter. Et c'est après ça que, vous voyez, nous avons participé à la formation de Sally. Et puis, nous avons fait également d'autres formations. Donc, pour la méthodologie, nous avons utilisé l'outil opérationnel Workforce Development dont on parle ici, en particulier les étapes 1 à 9, parce que l'étape 10, suivi évaluation, nous avons projeté de faire ça plus tard. Nous ne l'avons pas encore fait. Le déroulement, je parle ici, le premier, c'était avant le module 1, donc disons module 0, c'était l'approche One Health, l'approche Une Seule Santé, parce qu'il fallait expliquer à tout le monde, tout ce qui était là. Certains n'étaient pas familiers au One Health, il fallait leur expliquer de quoi nous voulons parler. Donc le module 1, l'étape 1 et 2, c'est la présentation des ressources humaines One Health dans le RSI. On a constaté qu'il y a une insuffisance de personnel dans la santé. Le module 3, le module 1 toujours, étape 3, qui analyse la situation. C'est ici nous avons utilisé la cartographie de M. Badje. On constate qu'il y a une insuffisance de ressources humaines aggravée par une inégalité de répartition des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire. Et on a vu que la plupart de ces professionnels, quand ils existent, sont dans les zones urbaines. Le module 2, étape 4, c'est la sélection et la révision des missions prioritaires. Eh bien, nous avons choisi dans la liste, nous avons choisi 10. Et ces 10, vous voyez ici que ces 10, il y en a que nous avons corrigés, il y en a que nous avons fusionnés. Toujours est-il que nous avons pu aller au bout. Alors, l'étape 5, toujours en allant dans l'outil, c'est faire correspondre et classer les fonctions aux missions prioritaires. Nous avons ajouté à la liste que nous avions, la liste des fonctions que nous avions, nous avons ajouté ce qui manquait. Et en particulier, vous voyez, le dernier, c'est la santé des plantes. L'outil ne parlait pas de santé des plantes. En Côte d'Ivoire, nous considérons la santé des plantes comme un secteur à part entière. Ensuite, nous avons croisé les fonctions et les missions prioritaires et nous avons sorti les points faibles par secteur, comme vous le voyez ici. L'étape 6, c'est l'identification des besoins et des défis en matière de personnel, ainsi que les environnements. Et c'est ce tableau qui va nous donner, toujours par secteur, tous les différents points. Encore, nous avons évalué les compétences requises par les missions prioritaires en étape 7. Tout ça, c'est nous suivons la procédure de l'outil. Ce qui nous donne que nous avons ici les 20 paquets, sur 23 ou 25, nous avons 20 paquets qui ont été considérés et 20 paquets où les experts ont décidé de chercher des besoins de formation. Ici, c'est la représentation par secteur, secteur humain, secteur animal, et chaque secteur avait bien sûr ses besoins propres. Alors, l'étape 8 va nous permettre d'identifier les ressources pour renforcer les paquets. Nous avons trouvé au total, en fusionnant tous les secteurs, 149 références. C'est 149 références. Nous avons tenu compte ici de certains critères comme la langue, parce que beaucoup de documents sont en anglais, il y en a en arabe. Nous avons choisi ce que nous pouvons et nous avons 149. Mais Afro-Une Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêté là. Là-haut, vous voyez que sur les 149, Afro-Une a décidé d'organiser un deuxième atelier qui permettait de valider ces ressources que nous avons trouvées. Ainsi, nous sommes partis plus en profondeur
et nous avons pu ramener les 149 à 56 documents, 56 références plus claires. Ça, c'était un deuxième atelier. Les facteurs retenus, c'est la duplicité, hein, l'approche une seule santé, mais on n'a pas toujours trouvé des documents approche une seule santé, mais on les a sélectionnés, la langue et bien sûr la formation locale. Nous avons souvent des formations locales que nous négligeons. Ces formations sont représentées ici en bleu et ceci avec les compétences. Nous comparons ça aux compétences. L'étape 9 nous a permis de faire des recommandations comme la sensibilisation des autorités, la prise en charge des activités multisectorielles, l'élaboration d'un plan multisectoriel, etc. Et pour les prochaines étapes, c'est la mise en place d'une base de données comprenant les profils et les compétences, le renforcement de capacités multisectorielles, la communication intersectorielle, le plaidoyer aussi auprès des autorités et le financement qui est toujours le problème. Alors, qu'est-ce que les experts ont pensé de cet outil? Je vais y aller rapidement. Nous leur avons demandé d'évaluer 5 éléments. Vous verrez qu'ils étaient très satisfaits ou satisfaits de ce qui a été fait. Les points positifs qu'ils ont vus, la méthode de travail, la méthode de travail et l'organisation, la qualité des interventions des facilitateurs, les exercices, voilà. Ensuite, l'impact de cet atelier, ils estiment que c'était un impact modéré à un impact très important. Est-ce que l'atelier a répondu à leurs attentes? Je pense que nous pouvons dire 71% ont dit bien, 14% ont dit excellent, donc ils étaient satisfaits. L'évaluation de l'outil même, vous voyez ici qu'ils sont de satisfaits à entièrement satisfaits. Donc, je suppose, il veut dire par là que l'outil est très bien conçu. Et selon vous, quelles ont été les principales faiblesses de l'outil? Si je me mélange, ben, c'est l'absence du volet santé des plantes, parce que la santé des plantes, je dis encore une fois, n'y était pas. La langue, beaucoup de documents sont en anglais, par exemple. La difficulté de compréhension de l'outil, à un moment donné, surtout la dernière étape, il parlait de l'étape 9. La formation proposée, les formations proposées ne sont pas adaptées à notre réalité. C'est ce que nous avons réussi à faire en ramenant ce qui a été des références à un nombre plus intéressant pour que ce soit vraiment ce qu'ils veulent. Et selon vous, quels ont été les principaux points forts de l'atelier? La flexibilité de l'outil, le paquet de compétences, le caractère holistique et les bases de données, les exercices. L'outil est adapté à la formation, il est dynamique, la détection de besoins selon les secteurs, la participation de toutes les composantes du OneF et les modules. Recommanderiez-vous cet outil à d'autres pays? Ben, 70%, 66% disent absolument et 33% disent probablement oui. Ça veut dire presque tout le monde a dit c'est très bien. Ils vont recommander. Voilà. Quelles sont les principales leçons apprises lors de cet atelier? Le concept OneF est primordial pour la gestion des urgences. Nouvelle procédure d'évaluation des ressources humaines dans le cadre de la gestion multisectorielle et cela permet de gérer les crises, etc. Commentaires supplémentaires, ben, ils disent d'accorder plus de temps lors du déroulement de l'outil afin de permettre aux participants de comprendre l'outil et faire une large sensibilisation des décideurs. Les documents sont en anglais, donc en commission, nous sommes obligés d'expliquer. Désolé. En commission, nous sommes obligés d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas anglais. Cela dit, je vous remercie de m'avoir écouté et nous sommes prêts à répondre à des questions. Merci. Thank you very much, Dr. Je vous remercie, Dr Guy, pour avoir détaillé les efforts déployés en Côte d'Ivoire. Nous en sommes à la partie importante de notre webinaire, les questions. Je vois qu'il y a de nombreuses questions dans la boîte questions-réponses.
Commençons avec les questions qui ont été posées en premier. Je pose la question suivante. Y a-t-il des cas de taxonomie détaillés au niveau pays pour le personnel de santé et le personnel une seule santé? Une question de Carolina Airapetin, en espérant avoir prononcé votre nom correctement. Tous les intervenants et intervenantes peuvent ainsi répondre à la question. Qui souhaite y répondre? Peut-être Dr Mathieu? Carmen? Je peux tenter de répondre à cette question. Lorsque nous parlons de personnel, nous étudions les postes existants ainsi que les tâches et activités réalisées. Nous utilisons les différentes données internationales pour voir quels sont les postes qui fournissent les missions connexes. Cela rebondit sur la deuxième question posée sur un déséquilibre de pouvoir et la garantie d'une certaine équité. Nous ne commençons pas par un poste en particulier. Nous définissons tout d'abord les fonctions et ensuite cherchons les postes qui répondent à ces dites fonctions. Comment définir les postes et le personnel? Eh bien, au niveau international, le classement international nous permet de trouver des taxonomies équivalentes nous permettant de définir chacun des postes en fonction des définitions de pays. Nous pouvons disposer des informations des offices de statistiques internationaux. Les pays peuvent également nous aider à identifier quels sont les travailleurs impliqués dans chacune de ces activités. Merci beaucoup, Dr Mathieu. Y a-t-il d'autres panélistes qui souhaitent répondre à cette question? Qui ont une opinion différente? Oui, pourrais-je, Supriya? Je souhaite mentionner qu'en plus du travail sur le personnel de santé, au sein de cet outil opérationnel, nous avons proposé une liste de postes impliqués dans la gestion des zoonoses. Nous ne les appelons pas personnel de santé, puisqu'ici nous parlons bien de la gestion des zoonoses. Nous avons dressé une liste de tous postes au sein de la santé publique, humaine et animale. Et ce qui, dans les termes de Mathieu, pourrait être considéré comme des postes non liés à la santé. Nous proposons un cadre donné à chaque pays qui a ensuite l'opportunité de l'adapter. Merci beaucoup. Thank you so much, Dr. M and Dr. Matthew. Merci beaucoup, Dr. Hong, Dr. Mathieu. Nous avons une question posée à Dr. Virgile. Cette question provient de Dana Abeldinova. J'espère avoir prononcé votre prénom correctement. Comment prévoyez-vous de déployer l'outil opérationnel au niveau national? De quel soutien avez-vous besoin? Le plus important est-il du ministère de la Santé ou d'autres secteurs? Merci beaucoup, Dr. Supriya, pour la question posée. Je remercie Dana pour la question et l'intérêt soulevé. Nous réalisons un plaidoyer de l'approche Une seule santé. Cela fait partie de notre plan d'action de sécurité sanitaire au niveau national. Au niveau régional, l'OAS a également développé son propre programme qui se fonde sur des programmes existants. L'atelier régional a été mené avec différents partenaires, que ce soit l'OMS, l'OAS. Nous continuons
à déployer nos actions de plaidoyer. L'expérience en Côte d'Ivoire a été financée à l'échelle nationale. Cela fait partie du plan d'action de la sécurité sanitaire. within that framework is Nous avons différents pays qui décident de leur activité et de la manière dont ils peuvent le mettre en œuvre. Il est difficile de dire si ces activités sont menées par les ministères de la Santé ou d'autres secteurs. Je dirais que ces activités sont menées par un mécanisme de coordination Une seule santé. La plupart des pays ont établi un secrétariat Une seule santé et au sein de ce secrétariat, nous avons des représentants de différents secteurs. Nous recommandons que le secrétariat mène la danse, définisse les opérations, qui jouera le rôle de chef de file, qui sera responsable des opérations. Nous souhaitons faire ceci afin que les activités nationales puissent fonctionner correctement. Pour l'instant, l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, aide le secrétariat. D'autres départements au sein de la CEDEAO ont contribué à ces activités et je pense que la Côte d'Ivoire est tout à fait d'accord avec nous. Il existe différents secteurs et nous pensons que ces secteurs sont les mieux à même de décider qui peut gérer au mieux. Nous souhaitons déployer des activités qui prennent en compte tous les acteurs au niveau national. En effet, nous voulons garantir un dialogue, des discussions et une responsabilité partagée de toutes parties prenantes. Merci beaucoup. Hello, Dr. Supriya, can you hear me? Yeah, apologies. Toutes mes excuses, je n'avais pas réactivé mon micro. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Il y a quelques questions pour vous, Dr Virgile, mais permettez-moi de passer, suite au délai imparti, à d'autres questions. Nous avons maintenant une question sur le secteur privé. Comment les entreprises privées peuvent-elles travailler dans ce domaine? Souhaitez-vous y répondre, chers intervenants et intervenantes? Pourrais-je y répondre? Pour rebondir sur la position de l'OMS, de nos outils, de nos guides, nous fournissons un cadre vaste pour que les pays puissent s'en servir. Par exemple, l'outil opérationnel de développement du personnel fournit des questions, des propositions sur lesquelles les pays peuvent se pencher. Les ressources et les formations incluses à l'outil permettent à la fois de se pencher sur les niveaux mondiaux, internationaux, régionaux. Au niveau pays toutefois, la personne la plus à même de répondre à cette problématique, que ce soit les ressources et les analyses, sont vous-même. Nous n'avons pas les capacités de répondre au contexte particulier de chaque pays. J'encourage chaque personne à se pencher sur ce cadre qui s'applique à différentes thématiques, que ce soit le plaidoyer pour davantage de ressources, vous sont présentés les résultats, l'analyse des guides, le bénévolat de la communauté, les guides, les outils proposés par l'Alliance tripartite ou l'OMS sont proposés au niveau mondial. Vous pouvez donc vous pencher en détail sur les recommandations qui ont été émises, les propositions et les suggestions contenues dans ce guide et l'appliquer à votre pays. Vous verrez ainsi comment l'appliquer. Vous pouvez impliquer des communautés, le secteur privé, l'utilisation de cet outil et ce guide
vous fournit un document afin que vous puissiez réaliser vos actions de plaidoyer pour davantage de ressources, que ce soit dans votre pays ou dans votre région. Je m'arrête ici et vous cède la parole. Effectivement, il y a eu de nombreuses questions posées. Nous sommes ravis d'ailleurs que vous ayez pu répondre à de nombreuses questions à la fois. Nous avons reçu une question supplémentaire qui porte sur les différents outils. Damilola Kolade du CDC Nigeria demande si les facilitateurs peuvent clarifier les différences clés en matière d'approche et de mise en œuvre pour l'outil COHFE et cet outil présenté aujourd'hui qui tous deux se penchent sur le développement du personnel. Je pourrais effectivement essayer de répondre à cette question. Les membres de COHFE, Competencies for One Health Field Epidemiology, sont également dans cet appel. Ils peuvent y répondre, du moins si ils ont l'opportunité d'activer leur micro. Permettez-moi de répondre partiellement à la question et de vous céder la parole ensuite. Nous avons étudié le personnel dans sa définition large, c'est-à-dire toute personne impliquée dans la gestion de zoonoses, différents secteurs ou encore du personnel multisectoriel. Par le biais de notre analyse, nous avons inclus le cadre COHFE dans notre analyse. Très brièvement, nous sommes un outil dont l'application est plus vaste, alors que le cadre COHFE, lui, se concentre uniquement sur l'épidémiologie de terrain. Nous nous concentrons sur le personnel qui gère les zoonoses. Il y a bien évidemment des points de chevauchement. Les pays peuvent décider d'utiliser les deux outils. Nous en avons parlé avec l'équipe COHFE. Nous pourrions également voir si il pourrait être nécessaire de nous pencher en détail sur ce cadre d'épidémiologie de terrain. Nous vous conseillons tout d'abord d'utiliser notre outil qui est plus vaste et ensuite de voir s'il est nécessaire pour vous de vous pencher plus en détail sur l'épidémiologie de terrain et d'utiliser le cadre qui vous est présenté. Je m'arrête ici. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre réponse. Y a-t-il d'autres commentaires ? Non? Aucun commentaire ? Je pense qu'elle a très bien répondu à la question, je dois dire. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous pouvons prendre une dernière question. Et je regarde actuellement aux questions qui ont été posées. Une question qui parle de l'engagement communautaire. Je pense que nous y avons répondu plus tôt. Vivienne Mambolé dit que sur la base de la variole du singe et de l'Ebola, il est essentiel qu'une seule santé fonctionne et que les acteurs communautaires puissent participer à la surveillance notamment et au suivi. Est-ce que cela fait partie du programme de formation ? Docteur M. Virgile Guy, pourriez-vous répondre à la question ? I would open it to Dr. Guy. Je vais laisser le champ libre à Dr Guy s'il souhaite répondre et parler de son expérience dans son pays. Pardon, j'ai eu un petit problème de connexion. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ? Aucun souci. La question est la suivante. Le rôle des communautés dans le cadre d'une seule santé, est-ce que cela a été pris en compte dans l'outil et dans la formation ? Très bien. Je propose de commencer avant
le docteur Guy. Alors, d'abord, je remercie le docteur Jean-Vivien Moubouli qui a posé la question. Nous avons travaillé ensemble dans la lutte contre l'Ebola en Guinée il y a quelques années. Et je suis tout à fait d'accord avec lui au sujet de l'approche Une seule santé à l'échelon communautaire. Tout d'abord, il est important de tenir compte du fait que cet outil, tel qu'il existe actuellement, se concentre plutôt sur le secteur de la santé. Il n'est pas entièrement dédié à l'échelon communautaire. Deuxièmement, en tout cas pas encore. Deuxièmement, en Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de revoir le programme et l'ensemble des compétences des agents de santé communautaires. L'un des aspects les plus importants vise à améliorer la surveillance, la détection, le traitement des maladies et le suivi fait également partie des éléments à améliorer. Dans ce sens, une équipe de travail conjointe est en place en Afrique de l'Ouest. Elle est composée de membres de l'OMS, de l'UNICEF, de l'OPS et elle a été mise sur pied récemment et une réunion régionale devrait être organisée bientôt pour pouvoir valider le projet de mise en œuvre du concept Une seule santé à l'échelon régional pour une meilleure protection de la santé des populations et une meilleure prévention également des maladies à l'échelon communautaire. Cela s'est fait dans le cadre du travail de l'équipe continentale du CDC Afrique. L'idée est de concentrer nos efforts sur l'échelon communautaire également. Donc c'est un cadre qui nous est offert. Et je remercie le docteur Moubouli pour son travail. Pour l'instant, nous constatons différents niveaux de mise en œuvre. Certains pays parviennent à utiliser une approche plus verticale, plus sectorielle, mais nous sommes d'accord sur la nécessité de mettre en œuvre ces activités de manière plus transversale pour mieux en mesurer les impacts à l'échelon communautaire. Merci. Merci beaucoup. Docteur Guy, souhaitez-vous compléter? Donc, comme vous l'avez cet outil, c'est d'abord pour le personnel du One Health. Donc, il sera plus orienté vers ce personnel du One Health et certainement par la suite, on pourra descendre au niveau communautaire. Cela dit, en Côte d'Ivoire, en plus bien sûr de ce que nous avons fait, il y a la plateforme Une seule santé qui fait du très bon travail au niveau communautaire. D'accord? Vous avez vu que parmi nos participants, nous avions par exemple le ministère de l'Intérieur. Ils ne sont pas là par hasard parce que c'est eux qui gèrent au premier chef les communautés. Donc oui, cela a été fait au niveau central. Ça sera dans un premier temps pour le personnel de la santé, approche One Health, mais par la suite, on pourra faire des programmes au niveau communautaire. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Docteur Haim, je vous en prie. Oui, j'ai la même réponse que mes collègues. J'aimerais formuler ce vœu d'inclure au maximum les agents communautaires à cette approche Une seule santé, car c'est important. Merci. Je lis de nombreuses questions très intéressantes dans la boîte de dialogue, mais malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps pour les examiner et il va falloir s'en tenir là. Je remercie tous les participants, tout d'abord, tous ceux et celles qui se sont exprimés. Merci pour vos questions, merci pour l'intérêt que vous avez exprimé envers cet outil. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à nous fournir votre retour
sur votre utilisation et sur l'utilité que vous en avez retirée. Je remercie donc tous nos participants, Dr Stella Chungong, Dr Virgile, Dr Guy, Dr Aim. Et puis, comme vous le voyez, ici sur place à l'OMS, nous avons Dr Stéphane, qu'on n'a pas beaucoup vu à l'écran, mais qui est très actif dans les coulisses. Nous avons également Dr Carmen, Dr Guillaume et d'autres. Donc j'en profite pour les remercier pour tous leurs efforts. Je remercie mes collègues, Sophia notamment, qui échange avec vous pendant la réunion dans la boîte de dialogue, Michael également et Burke, qui eux aussi œuvrent dans l'ombre, qui se chargent de la logistique et des technologies de l'information. Nous avons également le projet ECHO avec Constance en particulier. Vous voyez que ce projet demande énormément de collaboration avec de nombreux acteurs et collègues qui travaillent d'arrache-pied. Et enfin, j'aimerais ajouter que de nouveaux webinaires EpiWin sont en préparation. Je vous invite à nous rejoindre lors de la prochaine édition. Je vais partager mon écran avec vous. La version PDF de cette diapositive est disponible sur la boîte de dialogue. Voici les dates des prochains webinaires. D'autres seront organisés d'ici là, mais voici les 3 dates confirmées d'ici au 19 mars. Mais nous reviendrons vers vous. Tous les enregistrements, toutes les présentations sont disponibles également. Et nous vous informerons, car vous êtes nombreux à nous avoir demandé si les certificats pouvaient être disponibles. Sachez que les certificats vous seront transmis seulement dans le cas où vous en avez fait la demande. Et seulement si vous avez répondu à notre questionnaire dans les 24 heures imparties. Nous sommes en train d'essayer de régler le problème lié à ces certificats. Nous vous demandons un peu de patience. Il risque d'arriver avec un peu de retard, mais vous les recevrez sans faute. Si vous ne les avez pas encore reçus, n'hésitez pas à vérifier votre boîte spam dans votre boîte mail, car parfois ces messages se perdent. N'hésitez pas non plus à répondre à nos questionnaires pour l'année 2024, car il en est encore temps. Voilà qui conclut notre premier événement EpiWin de l'année 2025. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.